Bienvenue à vous tous. C'est effectivement un plaisir d'être avec vous pour cet événement qui est symbolique, à la fois parce que ça fait un an qu'on a pratiquement jour pour jour qu'on a lancé d'abord d'un point de vue expérimental sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc notre étude d'Omer, avant de l'ouvrir à d'autres régions. Alors, on ne conclut pas aujourd'hui le Tour de France des régions, parce que je crois qu'il y a encore d'autres régions sur lesquelles on aura un événement de lancement, mais on est sur sur une semaine aussi symbolique, puisque c'est cette semaine qu'on fête la loi sur l'égalité. Je crois qu'elle s'appelle la loi accessibilité égalité. Voilà. C'est la loi d'orientation. Alors, attendez. Pour l'égalité. J'aurais dû vérifier avant de le. L'égalité des chances et de la citoyenneté. L'égalité des chances et de la citoyenneté, donc de 2005. Ça, par contre, je ne me trompe. 11 février 2005. Du 11 février 2005, donc c'est cette semaine, donc c'est quelque chose qui est important. D'autres éléments, donc effectivement, notre étude rentre dans sa dernière phase, la phase la plus importante, parce qu'il va falloir qu'on ait le maximum de retours sur les questionnaires. Ça progresse, ça a encore pas mal progressé la semaine dernière, donc on sent que la dynamique repart, mais on n'insistera jamais assez en disant qu'il est fondamental que chacun et chacune répondent, même si ça prend un petit peu de temps sur le moment, mais qu'est-ce que c'est sur une vie de prendre ce temps, parce que c'est le nombre de personnes qui répondent à l'étude Homer, qui pourront faire bouger les choses, avoir un poids politique. C'est important de le redire. Et donc, on compte vraiment sur vous tous, parce que l'étude doit se conclure dans la partie questionnaire le 31 mai. Alors, ça va faire, ça je le sais, hein, je sais pas, les études c'est comme pour les concours, c'est-à-dire que on va avoir le serveur qui va exploser les 2 derniers jours, mais si on peut éviter justement d'arriver sur une saturation des serveurs à ce moment-là, ce serait une bonne chose. Et après, on aura toute une étude qui est menée donc par l'Université Lyon 2 et Gérard Usan de l'Université Paris 8. Qui permettront, et vous aurez d'ailleurs en exclusivité aujourd'hui déjà des petits éléments. Alors bien sûr, on est sur du provisoire, mais à des petits éléments qui sont déjà très intéressants sur les sujets sur lesquels on va s'intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Donc au programme, d'ailleurs, deux grandes thématiques, enfin deux grandes thématiques traitées dans l'étude Homer, mais justement sur lesquelles on aura un zoom et on va apprendre plein de choses. C'est la question déjà d'une première table ronde qu'on aura dans quelques minutes, quand on aura terminé l'introduction, sur sport-famille. Là aussi, on a voulu jouer sur le symbolisme. On est à Paris. Paris, on a tous en tête Paris 2024. En plus, on est en période de Jeux Olympiques actuellement, alors Jeux Olympiques d'hiver, et on va apprendre plein de choses sur le sport. Sur le sport lorsqu'on est déficient visuel ou aveugle, à la fois les difficultés, mais aussi les éléments, quand on a préparé, je ne divulgue rien pour l'instant Caroline, mais quand on a préparé justement cette intervention de ce jour, des choses vraiment qui donnent vraiment plein d'énergie, plein de dynamisme, et on va apprendre plein de choses sur des sports que je ne connaissais pas, je peux quand même le dire, le Showdown par exemple, on verra ça tout à l'heure, et on parlera CC-Foot, mais également sport au quotidien, donc ça, ce sera l'objet de notre première table ronde. On aura ensuite une autre table ronde consacrée là aussi à des thématiques très importantes, et sur lesquelles il reste beaucoup de choses à faire. Et justement, l'étude Homer met l'accent sur les difficultés et je dirais un challenge politique au niveau de l'emploi et du numérique. Ces deux sujets qui seront traités lors de la deuxième table ronde. Alors, pour commencer cette session d'aujourd'hui, cette conférence d'aujourd'hui, je voulais vous lire une tribune qui a été réalisée, qui a été coécrite à plusieurs mains
qui est donc co-signé par l'ensemble des associations partenaires dans le cadre de ce consortium donc de l'étude Omer. Je vais bien évidemment les citer. Évidemment, on les reconnaît tous. Hein. La NPEA, la VH, la Fédération des aveugles et amblyopes de France, la Fédération française des associations de chiens de guide d'aveugles, la FAC, le groupement des associations partenaires d'action sociale, donc le GAPAS, l'Institut national des jeunes aveugles, l'INJA, qui est basé ici à Paris, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Rhône et de la métropole de Lyon, autrement dit les PEP 69, plus simple de le dire de cette manière-là, l'association Retina France, l'association Voir Ensemble, qui forment donc ce consortium de recherche. D'ailleurs, je crois que c'est Roxane qui est en train d'arriver, si je ne dis pas de bêtises, de l'INJA que je citais à l'instant. Le principe de la tribune, c'est le titre, c'est voir enfin ce que l'on ne voit pas. Une société qui se veut inclusive doit permettre à chaque citoyen de s'accomplir dans la société. Pourtant, il y a ceux que l'on voit, pourtant il y a ceux que l'on ne voit toujours pas, les personnes aveugles et celles qui sont déficientes visuelles. Il n'existe à ce jour aucune étude statistique officielle sur cette population. Et là, c'est un élément qui est important. On a tendance à... Alors, le chiffre qu'on ressort régulièrement, parce qu'il est quand même important, on estime qu'il y a à peu près entre 1 et 1,5 million de personnes qui sont déficientes visuelles actuellement dans notre pays. C'est qu'une estimation, et on a même peut-être même 2 millions. Mais pour l'instant, la problématique qu'on a, c'est qu'on n'a justement pas de statistiques et pas d'études précises sur ces aspects. La seule chose qu'on sait sur la déficience visuelle, et ça je le disais l'autre jour quand on était sur Nantes, c'est qu'avec le vieillissement de la population, l'enjeu de toute façon ne va faire que de croître par rapport aux enjeux de la déficience visuelle. Alors, je reviens sur ma tribune parce que sinon je vais vous perdre. Donc, la prise de position pourrait être anecdotique si elle ne concernait pas près de 2 millions de nos concitoyens. J'en ai fait le notaire. Selon nos estimations, la déficience visuelle impacte un Français sur 30 et le chiffre augmentera du fait du vieillissement de la population, de l'augmentation des effets des maladies chroniques sur le long terme, mais aussi chez les plus jeunes du fait des effets délétères de l'usage des écrans notamment. C'est un fait et un enjeu sociétal d'importance. Sortir du brouillard. Que savons-nous de la population déficiente visuelle et de son évolution? De fait, pas grand-chose. Qui sont-ils? Comment des jeunes devenant déficients visuels poursuivent-ils leur scolarité? Quelle formation ou apprentissage suivent-ils? Comment peuvent-ils accéder à leurs droits dans un monde plus digital? Comment accèdent-ils aux livres pour leurs loisirs, leur éducation, l'exercice de leur métier? Quelles sont les difficultés dans leur vie quotidienne, professionnelle, familiale? Et comment font les personnes perdant la vue avec l'âge? Les questionnements sont nombreux. De manière pragmatique, nous devons également nous interroger sur l'adéquation des accompagnements mis en place, sur l'efficience des financements. Aujourd'hui, nous nageons dans le brouillard, faute d'investissement public dans l'évaluation des besoins. Nous, collectif d'associations, prenons notre part de responsabilité en réalisant depuis 1 an et jusqu'au 31 mai 2022 l'étude Omer, donc sur le site étude-omer.org, inédite par son importance, la force du collectif et ses partenaires, la GFIP, le Optique 2000, la CNAV, le CCAH, Ecclesia. Nous estimons qu'une meilleure connaissance de la population permettra de mieux répondre aux besoins des personnes. Prenons un exemple concret. Un volet de l'étude aborde nos pratiques culturelles et des loisirs. La France, qui est pourtant reconnue mondialement pour sa grande richesse culturelle, demeure malheureusement peu accessible aux citoyens aveugles. Trop peu d'expositions, de spectacles, de films ou rencontres sportives sont aujourd'hui accessibles faute d'audio-description. C'est donc en s'appuyant sur les conclusions de cette étude que les lignes pourraient bouger dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne. Donc, c'est un enjeu politique. La prise de conscience doit être collective et les élus et les candidats à la présidentielle doivent également prendre leur part de responsabilité. L'enjeu n'est pas systématiquement financier. Il n'est pas plus onéreux de concevoir un site Internet adapté à ceux qui ne voient pas, alors que l'impact d'une fracture numérique est dramatique pour être limité. De même, mieux penser un aménagement urbain,
n'aura que des impacts positifs pour toute la population. La prise en compte des besoins des personnes déficientes visuelles et aveugles n'est pas un combat revendicatif pour défendre des intérêts particuliers ni pour obtenir un regard condescendant. Il s'agit d'agir pour des millions de nos concitoyens qui, malgré leur grande résilience, peuvent se retrouver exclus par méconnaissance ou cause de politiques publiques inadaptées. Nous partagerons publiquement les résultats de l'étude populationnelle Homer qui constituera à terme un observatoire de la déficience visuelle. Jacques nous en parlera dans un instant. Il appartiendra alors au pouvoir public de prendre toutes leurs responsabilités suite à la mise en lumière de cette réalité. Voilà la tribune que nous vous proposons. Eh bien, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jacques Charlin de Voir Ensemble. Président de Voir Ensemble pour nous introduire ces éléments et peut-être nous parler, Jacques, de l'observatoire, effectivement. Allez, vas-y, Jacques. Je te laisse une seconde. Bonjour à toutes et à tous. Heureusement que je n'avais rien écrit. En général, il m'arrive quelquefois d'écrire quand même quand je dois prendre la parole, mais je m'attendais un peu à être obligé d'improviser parce que notre ami Pierre-Marie, il a très bien fait l'introduction, je vous signale. Il a lu la liste des 8 associations qui s'investissent dans Homer aux côtés de l'Institut national des jeunes aveugles. Moi qui avais appris par cœur cette liste de 8, ce n'est pas la peine que je vous la donne. Il a dit aussi la liste des 5 organismes qui soutiennent l'enquête. Donc, ce n'est pas la peine que je vous le rappelle. Donc, il a dit plein de choses. Mais je vais quand même trouver quelque chose à rajouter. Il faut que je fasse un effort. D'abord, vous ne le savez peut-être pas, mais je ne suis pas du tout d'une formation littéraire. Donc, je ne peux pas vous parler de l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Mais je vais quand même vous parler d'Homère. Vous savez tous qu'Homère était aveugle. Enfin, c'est ce qui se dit. On n'a pas de photo d'Homère, pas à ma connaissance. Mais il semble à peu près acquis qu'il était aveugle. Et je rends hommage aux personnes imaginatives qui ont donné le nom d'Homère à cette étude. Alors, je peux le faire parce que je n'en fais pas partie. Alors, je ne sais pas qui a donné le nom à cette étude, mais c'est très bien trouvé, l'appeler Homère. Et c'est très, très bien. Donc, il y a longtemps que dans nos associations, nous regrettions l'absence de statistiques, nous déplorions qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur le travail, sur la scolarité, nous déplorions toutes ces absences. Et je dois dire que ce sont nos amis de la Fédération des aveugles et ambivalents de France qui ont eu l'intuition de cette étude. Et ils ont eu la gentillesse d'associer donc l'INJA et cette autre association. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative et le fait de travailler ensemble fait que nous nous connaissons mieux. Alors c'est vrai que nous nous connaissions déjà un petit peu les uns et les autres, mais maintenant nous avons l'habitude de nous rassembler, pas trop souvent en présentiel, mais ça va venir, soyez optimistes. Mais le fait de travailler ensemble fait que nous apprécions, nous nous sommes découverts et que nous avons finalement l'habitude de nous rencontrer, de nous faire confiance. Et ça, je crois que c'est tout à fait remarquable. Je pense que l'enquête Homer, l'étude populationnelle que nous sommes en train de vivre, ça va permettre de créer un nouveau climat entre nos différentes associations et institutions. Et je crois vraiment que ça, c'est très, très bien. Alors, je vous signale aussi, heureusement, Pierre-Marie n'a pas signalé, que pour ceux qui ont des difficultés, celles et ceux qui ont des difficultés, ils peuvent aussi participer à cette enquête par téléphone. Et je vous dis que les personnes que vous appelez sont très, très aimables. Elles vous aident tout à fait à remplir le questionnaire téléphoniquement. Alors, il suffit d'appeler le 06 35 36 59 97 pour prendre rendez-vous. Et ensuite, une personne très aimable vous téléphone et vous pose les questions les unes après les autres. C'est peut-être plus confortable pour beaucoup d'entre nous que de le faire sur Internet. Cela étant, si vous le faites sur Internet, c'est très bien aussi.
Mais par téléphone, c'est pas mal non plus et c'est peut-être un peu plus simple. Alors, bien sûr, il y a des questions qui sont facultatives. Vous n'êtes pas forcément obligé de répondre à tout. Si vous n'avez pas envie de dire à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle, je pense que vous pouvez très bien ne pas le dire. Donc, il y a des questions qui sont facultatives. Et puis aussi, bien sûr, les réponses sont anonymes. Tous ces renseignements qui sont accumulés, qui sont rassemblés, restent anonymes. Et bien entendu, ce sont ces éléments qui vont permettre d'alimenter l'Observatoire national de la déficience visuelle qui est en projet. Pour l'instant, il n'est pas encore créé, mais nous envisageons de le faire le plus vite possible. Dès que nous connaîtrons mieux les résultats de l'enquête, et naturellement, ça suppose un travail de nos amis chercheurs de l'université Lyon 2 et de celle de Paris 8, mais quand nous aurons suffisamment d'informations, nous constituerons cet observatoire de la déficience visuelle, l'observatoire national de la déficience visuelle, pour justement avoir un petit peu mieux la connaissance de la situation des personnes déficientes visuelles en France. Et puis, bien sûr, pourquoi nous cherchons à avoir connaissance? C'est pas pour le plaisir d'avoir la connaissance, c'est pour pouvoir proposer des dispositifs nouveaux, la création de dispositifs, la fondation de nouveaux établissements et services, parce qu'il y a encore beaucoup de situations de personnes déficientes visuelles qui méritent d'être mieux accompagnées. Il y a des besoins. Vous verrez qu'ils sont encore nombreux. D'ailleurs, les 2 tables rondes qui vont avoir bientôt lieu le prouveront. Il y a encore beaucoup de besoins. Nous sommes loin d'avoir atteint une qualité de vie qui soit optimale. Le handicap reste lourd, il faut le reconnaître. Il ne sera jamais totalement léger, il ne faut pas trop se faire d'illusions, mais ce qui serait bien, c'est de l'atténuer au maximum. Eh bien, l'Observatoire national de la déficience visuelle, il aura pour but de proposer des solutions, de susciter des créations auprès, donc, et de revendiquer, il faut bien le dire aussi, de solliciter auprès des politiques, auprès des pouvoirs publics. Ce sera le travail de l'Observatoire national de la déficience visuelle. Je voudrais aussi vous parler d'un autre organisme qui est en train de se mettre au point, qui s'appelle le comité scientifique. Alors, il va être constitué donc de gens universitaires ou médecins. Il y aura bien sûr des statisticiens, mais il n'y aura pas que des mathématiciens, bien sûr. Il y aura des psychologues, sociologues et des ophtalmologiques, c'est évident, et beaucoup de variétés de métiers représentés. Ce comité scientifique, eh bien, il ne va pas se faire que se réunir. Il va surtout avoir comme vocation d'orienter, de soutenir la recherche des universitaires. Je pense que nous vivons depuis le 11 février 2021, nous vivons une époque formidable, merveilleuse, très dynamisante. Je pense qu'il faut vraiment que cette étude, le 11 février, vous vous en souvenez tous sans doute, c'était le jour où a été lancée l'enquête Homer en Auvergne-Rhône-Alpes, le 11 février de l'année dernière. Oui, nous étions aussi dans la commémoration de la loi. Eh bien, nous sommes depuis 1 an, nous vivons une expérience merveilleuse et vraiment, il faut que cette enquête soit un succès. Il faut bien se dire que toute l'énergie que nous mettons, tout l'argent aussi que nous consacrons, c'est pour avoir un résultat. Et le résultat, il sera d'autant plus fiable que nous aurons beaucoup de questionnaires remplis. Donc, que les associations se mobilisent, que que vous mettiez en contact les uns et les autres avec toutes les personnes que vous pouvez connaître pour que des questionnaires nouveaux soient remplis jusqu'au mardi 31 mai, mais Pierre-Marie a laissé entendre qu'il y aurait peut-être quelques jours de sursis. Non, il ne faut pas commencer à dire mais ça. Il n'y en aura pas trop. Il n'y en aura pas trop. Hein. C'est comme pour les compétitions. Il y aura peut-être 2 ou 3 jours de délai, mais ce serait bien. La Pentecôte, je crois que c'est le 5 juin. Eh bien, nous pourrions peut-être arrêter autour de la Pentecôte. 31 mai, officiellement. Hein. Voilà, officiellement, c'est le mardi 31 mai. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, si vraiment ça chauffe
sur les ordinateurs des uns et des autres, nous accepterons peut-être 2-3 jours, mais il n'y ira pas plus, hein, parce qu'il faut que nous soyons efficaces. Si nous voulons vraiment laisser aux chercheurs le temps d'analyser les résultats, le temps d'en tirer des conclusions, au conseil scientifique d'orienter leurs recherches et créer ensuite donc l'Observatoire de la déficience visuelle, il faut vraiment que nous soyons réactifs. Donc, faites le maximum les uns et les autres pour, autour de vous, parler de cette enquête. Il y a encore des points sur lesquels nous sommes encore très déficitaires, en particulier sur les jeunes. Laurence nous l'a rappelé jeudi pour le lancement donc, dans les Pays de Loire et Bretagne. Eh bien, les enquêtes, les questionnaires remplis par les jeunes, eh bien, sont pas très nombreux encore. Alors, il faut mobiliser aussi les parents pour qu'ils remplissent les questions de leurs enfants. Ça, c'est peut-être aux parents de le faire. Il faut mobiliser aussi les écoles, les établissements scolaires, les institutions pour que vraiment une grande mobilisation se passe. Et puis, naturellement, les personnes âgées aussi. C'est important qu'on remplisse des questionnaires, soit qu'elles le fassent elles-mêmes, soit qu'on les aide, mais il faut aussi qu'on ait leur point de vue. Il faut vraiment que nous connaissions la situation des personnes déficientes visuelles, leur qualité de vie, leur potentialité, leurs attentes. C'est très important. Il y a un gros budget, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie qui sont consacrés. Il faut vraiment que le résultat vaille la peine. Donc, je compte vraiment sur vous toutes et tous pour que c'est déjà commencé, mais que nous accélérions encore. Il faut vraiment accélérer le mouvement pour que le 31 mai, l'enquête soit un succès et que nous ayons des résultats crédibles qui nous permettent de vraiment favoriser, améliorer la qualité de vie des personnes déficientes visuelles auprès desquelles nous sommes engagés. Merci d'avance. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir rentrer dans notre première séquence donc, sur notre table ronde sport famille. On a parmi nous la chance d'avoir Yvan Wanji, qui est joueur de Cécifoot international français. Et donc, il nous parlera même des Jeux Olympiques. C'est passionnant, vous verrez dans un instant. On a également donc Piscine Tan, qui est père de famille déficient visuel et sportif également. Donc, lui, c'est plus le karaté, hein, si je me trompe. C'est ça, voilà, parfait. On va vous pouvoir parler dans un instant. J'ai également autour de la table Bertrand Lenné Laine, je crois que c'est Laine. Hein. C'est Laine, mais c'est pas grave. Ah bah Laine, on va dire Laine, qui est de l'association Voir Ensemble et donc vous allez pouvoir nous parler donc du showdown, justement ce que je disais tout à l'heure. Et notre panel donc de chercheurs, Caroline Pigeon et Nicolas Valtenec. Peut-être avant d'introduire, à commencer notre discussion avec nos différents intervenants, quels sont, Caroline, les principaux enseignements qui ressortent justement de l'étude partielle que vous avez pu déjà réaliser? Ça marche. Oui, ça marche. Okay. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous en présentiel. Alors, je vais vous parler de quelques données qu'on a analysées qui portent sur les répondants, les personnes qui avaient répondu à la mi-janvier. Donc, c'est à peu près 1000 personnes. Au niveau du sport, donc ce sont des résultats préliminaires parce qu'on espère qu'ils vont pouvoir évoluer d'ici la fin de la collecte, parce qu'on espère qu'il y aura encore beaucoup plus de répondants. Au niveau de la pratique du sport, ce qu'on a vu, c'est que pour la fréquence, on a plus de 5 répondants sur 10 qui font du sport au moins une fois par semaine, voire tous les jours ou presque 2 sur 10. Et un répondant sur 10 qui déclare ne pas faire de sport, principalement à cause de son problème de vision. Concernant le contexte de pratique du sport, nous avons des personnes qui pratiquent du sport surtout dans un contexte privé, c'est-à-dire sur un tapis de course ou faire du vélo ou du footing, pour 7 sur 10 répondants. Un quart des répondants font du sport en club sportif ordinaire, 2 sur 10 en club sportif spécialisé et un peu moins de 2 sur 10 qui pratiquent du sport en salle de sport.
Au niveau des sports qui sont les plus pratiqués, on a un peu plus de 7 répondants sur 10 qui pratiquent de la marche, de la randonnée, un tiers de la natation, un quart du vélo et à peu près 2 sur 10 de la danse, du yoga ou du pilates. Ce qu'on voit au niveau de la pratique des sports, c'est qu'il y a un effet de l'âge. Par exemple, au niveau des sports d'équipe, on a à peu près 1 sur 10 répondants âgés de 16 à 30 ans qui en pratiquent, mais aucun de 60 ans et plus. Maintenant, quelques obstacles à la pratique de sport. Donc, selon les répondants, selon 3 répondants sur 10, l'accès au lieu de pratique, donc le quartier, les transports en commun pour se rendre sur le lieu, c'est un obstacle au fait de faire du sport. Pour un quart des répondants, c'est l'accessibilité du lieu de sport en lui-même qui est un obstacle. Et pour un quart, c'est sa propre autocensure, enfin, la peur de ne pas y arriver, qui est un obstacle à la pratique. Néanmoins, malgré tout, on a un tiers des répondants qui nous disent qu'ils n'ont jamais rencontré d'obstacles dans leur pratique de sport. Donc, je trouve que c'est une chouette information, même si, bien sûr, on aimerait qu'il y ait plus de personnes. Merci Caroline. On reviendra face à notre panel de chercheurs dans quelques minutes. Je vais d'abord me tourner vers vous, Bertrand. Est-ce que justement par rapport aux chiffres, non c'est bon, c'est allumé. Par rapport aux chiffres qui ont été énoncés, est-ce que déjà on va commencer par les difficultés. Est-ce que vous avez justement eu des difficultés pour pratiquer déjà du sport de manière classique avant de vous spécialiser dans le showdown? Quels ont été les freins que vous avez pu rencontrer au quotidien? Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Oui, moi je me souviens, j'ai été donc en inclusion il y a 30-35 ans. Et je me rappelle, la principale difficulté, par exemple, du sport à l'école était les sports collectifs. C'était impossible pour le professeur d'éducation physique et sportive de m'inclure, c'était pas faute de volonté, dans un sport collectif. Donc, j'allais effectivement en institut spécialisé, à l'ING en l'occurrence, pour pratiquer les sports collectifs, notamment le basketball. C'était un peu plus facile pour les sports, on va dire, individuels, les agrès, les sports au sol. Voilà, mais il y avait forcément une difficulté. Alors après, j'ai un restant visuel, donc j'arrivais à jouer au football au jardin en face de chez moi avec mes amis, mais voilà, j'étais pas forcément j'étais bien accueilli, mais pas forcément très bon, bien accepté, mais pas forcément meilleur joueur des équipes constituées. Voilà. Donc après, c'est vrai que je me suis tourné plus alors j'ai fait du basketball donc adapté à l'ING, j'ai poursuivi un petit peu après dans le cadre associatif. Et puis après, je me suis tourné donc effectivement vers un sport plus individuel qui est le showdown. Alors justement, Bertrand, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le showdown? Oui, donc le showdown, S-H-O-W-D-O-W-N. Donc c'est un sport individuel inventé par un ancien pongiste qui a perdu la vue dans les années 60, un ancien pongiste aveugle canadien. Donc c'est un sport relativement récent qui n'est malheureusement pas encore paralympique, il est encore loin de l'être, il est en plein essor en France, en Europe et il commence à se développer un petit peu sur d'autres continents. C'est un mélange en fait de jeu du palais pour ceux qui connaissent, qui se joue dans les foires sur coussin d'air, de billard puisqu'on doit faire rebondir une balle à l'aide d'une raquette sur des bords, donc on doit faire des bandes comme au billard, et le ping-pong dont les règles de points sont les mêmes. Donc, c'est grosso modo une table plus large et plus longue qu'une table de ping-pong qui a un cadre, donc les bords sont fermés et donc un embut à chaque extrémité au milieu de chaque largeur, type but de baby-foot. Voilà, avec une balle sonore en plastique dur avec des billes à l'intérieur. Donc, on pousse la balle, on frappe la balle avec une raquette donc sur la surface plane et on fait rebondir la balle sur les bords pour essayer d'aller marquer des buts à l'adversaire. Je résume à grands traits ce sport donc encore méconnu mais qui se développe. Merci beaucoup Bertrand. Je vais demander à Piscine au niveau
au niveau de votre sport, puisque je crois que vous êtes champion de karaté. Comment vous en êtes venu progressivement justement à ce niveau et quelles ont été les grandes étapes? Alors, Ouais. Je crois qu'en fait, il est allumé. merci. Bonjour à tous. Oui, depuis très très tôt, en fait, c'est vrai que j'ai aimé les sports de combat, les arts martiaux. J'ai toujours été, comme disait Bertrand, j'ai fait partie des élèves qui ont été très tôt, qui n'ont connu quasiment que l'intégration scolaire. C'est vrai que, comme disait Bertrand, nous, quand on est en intégration scolaire avec des voyants dans les écoles, on va dire, publiques, les sports, les activités, les cours de PS nous sont très rarement adaptés, pas adaptés, et surtout, on était souvent exclus pour bien entendu, les jeux d'équipe, voilà. Et puis souvent, vous savez, quand on prend 2 personnes pour choisir les équipes, bon, on était rarement choisis, il faut le dire, pour faire partie des équipes des voyants, pour faire voilà, du foot, du basket. Bon. Alors, c'est vrai que j'ai ressenti le besoin de faire moi-même mes activités sportives. Je pense que j'ai ressenti le besoin que moi aussi, je pouvais faire un sport et puis aller à un haut niveau. Voilà, comme les voyants, comme voilà, qui jouaient, on entendait, hein, qui jouaient, enfin voilà, on entendait qu'un tel joue super bien au foot, un tel court super bien, etc. Et moi, je voulais aussi montrer que, malgré mon handicap, il y avait des sports où je pouvais trouver un sport dans lequel je pouvais exceller. Alors, je me suis mis très tôt au karaté, voilà, dans un club privé, mais tout à fait public. Enfin, vraiment, ils ne connaissaient rien à la non-voyance. Mais vers chez moi, bon. Mais j'ai trouvé un très bon prof, qui a relevé le défi. On a réfléchi ensemble, on s'est posé des questions et donc on a pensé aux diverses adaptations, que ce soit l'information auprès des autres adhérents, des autres participants, que ce soit des techniques par exemple, de sensibilisation ou même de prise de repères sur le dojo, dans le dojo, etc., etc. Voilà, tout un tas de techniques. Et puis, au fur et à mesure, on développe avec le groupe et avec le prof, les profs, eh bien, voilà, on développe au fur et à mesure les techniques, les méthodes d'adaptation pour faire du sport, voilà, pour le karaté, c'est tout à fait accessible, voilà, y compris dans les combats, y compris dans les katas. Voilà, on travaille au fur et à mesure quand un problème se pose, quand on voit que bon, il faut un peu voir, enfin, comment on peut rendre accessible tel geste ou tel mouvement. On y réfléchit et on y arrive toujours. Il n'y a jamais, il n'y a rien d'impossible. Et ceci m'a vraiment permis à partir de là, m'a lancé sur plein d'autres sports. Voilà, j'ai fait l'équitation, pareil, dans un club équestre. Voilà, j'ai mon galop 5. Depuis, bon, j'en ai fait pendant 15 ans. J'ai fait des courses hippiques, des courses d'obstacles. J'ai gagné de nombreux concours. Voilà, pareil, dans un club où j'étais le premier non-voyant. Et j'ai aussi trouvé un prof qui acceptait de me prendre, m'intégrer dans le groupe. Pareil, par exemple, pendant les courses d'obstacles, les personnes se mettaient à chaque obstacle pour m'appeler quand j'avais fini l'obstacle précédent, etc. Vous voyez, c'était donc, et je me fais donc par rapport à la voix. Il y avait tout un tas de techniques comme ça, vous voyez, qu'il fallait mettre en place, mais qui me permettaient de faire l'activité aussi bien qu'un voyant, et puis d'arriver parfois à un certain niveau. Merci beaucoup. Alors, ce qui me semble ressortir, je vais peut-être demander à Caroline si je dis pas de bêtises, mais globalement, au niveau de l'échantillonnage qu'on a actuellement, on sent qu'il y a une vraie volonté de pratiquer, alors pas forcément du sport, mais de manière générale une activité physique lorsqu'on est déficient ou aveugle, et notamment, et on voit par l'intermédiaire, effectivement, puis on entendra dans un instant Yvan, mais que ça peut même atteindre un haut niveau parce que derrière, quand il y a les bonnes rencontres, quand il y a la volonté, etc., mais il y a aussi toute une partie des personnes qui s'excluent
j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu ça, c'est-à-dire qui s'exclut de peur justement de ne pas forcément trouver quelqu'un qui va les accompagner ou sur des problématiques annexes au sport, comme on l'évoquait tout à l'heure, la question d'accessibilité. Peut-être qu'on peut rebondir un petit peu là-dessus. Oui, donc avec le micro. Ce qu'on a vu dans les données, donc c'est quand même un quart des personnes qui choisissent ou décident de ne pas faire de sport car ils ne s'en sentent pas capables. Là, je n'ai pas en tête plus de détails. Je ne sais pas si on a l'information, si c'est lié clairement à la déficience visuelle ou à d'autres caractéristiques qui feraient qu'ils pourraient aussi ne pas se savoir capables. Mais un autre point qu'on avait vu qui était assez intéressant, c'était que parmi les personnes qui pratiquent du sport tous les jours ou au moins une fois par semaine, on n'a pas d'effet d'âge sur la fréquence. En fait, quelle que soit toute notre tranche d'âge, pratique de l'activité physique de la même de façon similaire, donc c'est plutôt dans le type de pratique que ça va changer. Oui, ce qu'on voyait tout à l'heure. Peut-être revenir un petit peu sur la méthode, ou Nicolas, vous voulez peut-être rajouter un élément? Un petit point complémentaire par rapport à ça, c'est que cette autocensure peut intervenir sur la pratique sportive en elle-même, sur la capacité ou pas à faire cette pratique sportive, mais même en amont, sur l'accès au lieu aussi, déplacement pour se rendre sur place, pour aller sur un stade, un terrain d'entraînement, etc., qui en soi constitue déjà une difficulté et qui en soi peut être aussi à l'origine de cette autocensure. Merci Nicolas. Peut-être juste quelques points méthodologiques sur l'étude? Oui, alors en fait, on voulait profiter de cet événement pour rappeler un petit peu la construction de l'étude et de ce questionnaire. Ça nous semble important, notamment que les personnes qui répondent comprennent bien comment ça a été produit. Ce n'est pas sorti comme ça du chapeau à un moment donné. L'étude OMER est une recherche qui est participative. Il y a une grosse volonté à ce niveau-là, que cette recherche soit participative avec les premiers intéressés. Et donc, nous, notre travail, en fait, a été d'organiser la structuration de cette participation. Et ça s'est fait un peu en deux phases, donc avec une première phase qui était vraiment une phase, on va dire, la plus créative, avec des temps de focus group. Donc, on a réuni sur différentes thématiques, sur différentes tranches d'âge, un certain nombre de personnes qui ont fait émerger un maximum de problématiques. L'idée était d'être dans une phase très créative, d'essayer de ratisser le plus large possible et de faire émerger vraiment le plus de questions, problématiques, objets en lien avec une tranche d'âge. Ça nous a permis, en fait, d'élaborer une première version du questionnaire qui est très différente de celle qu'on a aujourd'hui, puisqu'il y avait plus de 700 questions sur ce questionnaire. On vous rassure, il n'y en a pas 700 actuellement, hein, pour ceux qui l'ont pas encore. Voilà, exactement. Donc, il n'y en a pas 700 actuellement, puisque c'est l'objet, c'est la raison de la deuxième phase, qui est plus une phase de consensus, qui se déroule ensuite, basée sur ce questionnaire de 700 questions, où un panel de personnes, une cinquantaine de personnes, qualifiées dans la méthode d'experts. Alors, on peut discuter de ce terme, bien sûr, mais en tout cas, qui sont des personnes qui ont un intérêt particulier sur le sujet, qui vont donner en fait leur degré d'accord sur la pertinence de chacune de ces questions. C'est-à-dire que pour chaque question, les personnes se sont positionnées, ont dit je pense que cette question est une question très importante, je pense que c'est une question qui n'est pas importante, avec une phase une zone de commentaires en dessous pour expliquer pourquoi ils pensent qu'elle est pertinente ou pas. Et ensuite, pour chacune de ces questions, à la fin, on se retrouve, quand ces 50 personnes ont donné leur avis, soit avec un niveau d'accord très fort sur l'intérêt de la question, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une question très importante, évidemment on la conserve, un niveau d'accord très fort sur le désintérêt de la question, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une question qui n'est pas très intéressante. À ce moment-là, c'est assez facile pour nous de la supprimer. Et puis, il y a la situation du désaccord. Le désaccord, c'est on a 50-50, les gens pensent certains qu'elle est bien, d'autres pas bien, et donc là, on n'a pas de consensus. Et donc, l'objectif à ce moment-là est d'aller vers le consensus, d'arriver donc à établir un accord entre les experts sur le sujet. Donc, cette question fait l'objet d'une reformulation basée sur les commentaires qui ont été laissés précédemment par les experts. Et on fait une deuxième phase, ce qu'on appelle un deuxième tour, où ces questions sont représentées et où elles sont retestées de la même façon, quel est mon niveau d'accord ou non, suite à cette reformulation-là. Et donc, à nouveau, soit on a un accord plutôt en faveur du fait que la question est intéressante, ou alors c'est un donc, voilà. Cette méthode nous a permis, évidemment, de raccourcir un petit peu le questionnaire, ce qui fait que le questionnaire à remplir aujourd'hui ne fait pas 700 questions. Mais 680, non, c'est il en fait environ une centaine en fonction, parce qu'il y a des embranchements, donc en fonction des questions que vous avez, il y a une centaine de questions tout de même, donc c'est très long, mais c'est quand même beaucoup moins long que 700 questions, et c'est surtout nécessaire pour balayer tous les domaines qui sont à balayer, comme vous l'avez sans doute entendu jusqu'à maintenant.
Exactement, merci beaucoup Nicolas. Alors Yvan, la dernière fois que nous avions échangé ensemble, je crois que vous apprêtiez à partir sur les Jeux Tokyo, si je dis pas de bêtises. Effectivement, donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui en tant que joueur de CéciFoot, mais au-delà de ça, en tant qu'ambassadeur de la Fédération des aveugles, que je tiens aussi à féliciter par rapport à tout ce qu'elle met en place, notamment par l'intermédiaire d'Anna Pereira, qui est à la communication. Et on a aussi besoin de personnes voyantes qui nous accompagnent, et elle le fait véritablement et elle le fait de manière très saine. Et c'est important aussi de souligner ça. Et effectivement, avec l'équipe, on allait disputer les Jeux paralympiques au Japon. Malheureusement, on n'a pas eu de bons résultats. C'était compliqué. On est tombé sur un groupe difficile, mais ça a été, comme on s'est dit dans les vestiaires après, ça a été quand même une belle expérience et ça nous a permis d'engranger de l'expérience pour la suite, pour les prochaines compétitions, à la fois les Jeux, mais pas que. Il y a d'autres compétitions avant. Et c'est toujours un plaisir de jouer au foot, peu importe le pays et l'endroit. La prochaine fois, ce sera en France? Alors, oui, il y a les Jeux paralympiques à Paris en 2024, effectivement, mais avant ça, on prépare d'autres échéances. On a les championnats d'Europe en Italie en juin et on a l'année prochaine la Coupe du Monde, dont on ne sait pas encore où est-ce qu'elle aura lieu, mais on prépare effectivement à moyen terme les Jeux. Quel message ils vont passer, parce que cette porte-parole, justement par rapport à cette question. D'ailleurs, qu'on soit voyant ou non-voyant, aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a une problématique justement de personnes qui ne font pas suffisamment de sport ou d'activité physique. Quel message on peut faire passer justement en étant ambassadeur comme vous? Alors effectivement, je suis ambassadeur de la Fédération des aveugles et de Paris 2024. Plusieurs choses déjà, sensibiliser au handicap visuel, donc auprès du grand public, et aussi sensibiliser les non-voyants à la pratique du sport. Moi, par exemple, j'ai perdu la vue à l'âge de 10 ans et je ne connaissais pas du tout le monde du handicap. Et j'estime que si je n'avais pas perdu la vue, je n'aurais jamais connu ce milieu-là. Et c'est un milieu dans lequel j'ai trouvé plein de choses, plein de personnes qui essaient de s'en sortir, qui trouvent toujours des astuces, des stratagèmes pour y arriver. Et c'est ça qui est important de montrer notamment à la jeunesse. Et par rapport à ça, il y a pas mal d'actions de sensibilisation dans les écoles, donc pour sensibiliser au handicap et aussi pour mettre les enfants en situation de cécité, pour pratiquer notamment le CéciFoot, parce que à la base, le CéciFoot, c'est du foot pour les mâles et non-voyants, et c'est du foot à 5. Il n'y a que le gardien qui voit, donc le gardien est obligatoirement voyant, et les joueurs de champ portent un bandeau, parce que parmi nous, il y a des mâles et des non-voyants, donc le bandeau permet l'équité entre tous, et derrière le but où on doit marquer, il y a quelqu'un qui oriente les joueurs. À travers ces indications verbales, on entend où il est et on parvient à aller vers lui. Donc, il est derrière le gardien adverse et le ballon fait du bruit, nous permettant de l'entendre. Voilà, donc le CéciFoot, c'est à la fois du jeu en compétition, du jeu en loisir, mais c'est aussi du partage. Quand on intervient avec les enfants dans les écoles notamment, ou en entreprise, ou dans les centres de loisirs, c'est à la fois pour parler du handicap, c'est un prétexte pour sensibiliser au handicap et pour dire notamment aux enfants que nous, on a un handicap et on va de l'avant. Et il n'y a pas de raison que vous, personnes voyantes, a priori, vous avez tout pour y arriver, que vous baissiez les bras. Donc, c'est aussi un message de résilience, d'espoir et de confiance. Oui, tout à fait. Alors, justement, c'est difficile de rebondir parce que tout est dit, mais peut-être, et puis n'hésitez pas d'ailleurs, hein, Bertrand et Piscine, si vous souhaitez, parce on va arriver à la conclusion de cette première table ronde avant de laisser la parole à Bruno Gendron. Quel message, histoire de pousser encore un petit peu les choses, vous pouvez faire passer justement aux jeunes, particulièrement aux jeunes d'ailleurs, par rapport à l'étude Homer. Je vois Bertrand qui souhaite parler. Allez-y Bertrand. Oui, et puis après vous autres. Allez-y. Ce qu'on remarque avec ces résultats provisoires partiels de l'étude auprès de cet échantillon de 2000 personnes, c'est quand même que beaucoup pratiquent finalement du sport, mais chez eux. Donc il y a sûrement une crainte, si ce n'est de sortir, ou de l'inaccessibilité peut-être, ou la pseudo-inaccessibilité de lieux de pratique.
Alors sans doute que, comme le disait Yvan, peut-être que les valides sont pas suffisamment sensibilisés, notamment les clubs sportifs, parce que c'est vrai qu'il y a des sports qui peuvent se pratiquer en club spécialisé, j'allais dire comme le cécifoot, le goalball, le torball, le showdown, etc. Mais comme le disait Piscine aussi, il y a des sports qui se pratiquent plus dans des clubs de valides, donc plus sensibilisés. Je pense aussi les encadrants aux possibilités qu'ont les personnes déficientes visuelles pour s'adapter, pour que l'environnement, les pratiques, etc., soient adaptés à elles et qu'elles peuvent tout à fait pratiquer. Je pense que c'est particulièrement vrai, par exemple, dans le domaine des arts martiaux, comme le disait Piscine. Donc sensibiliser le grand public et à travers eux les pratiquants sportifs valides, les encadrants et puis les personnes déficientes visuelles, qu'elles n'aient pas peur aussi d'aller frapper aux portes des clubs, parce que c'est comme ça aussi, avec l'aide des associations sans doute, que pourra rentrer, j'allais dire, plus dans les mœurs d'intégrer des personnes déficientes visuelles ou même en situation de handicap en général d'ailleurs, dans les clubs sportifs valides et ne pas les cantonner dans je parlais tout à l'heure de milieux spécialisés, mais les cantonner dans des sports spécifiques, mais voilà, et puis ça permet la rencontre et l'échange. Et moi, je sais qu'au Showdown, par exemple, il y a beaucoup de valides qui s'y essayent, sont comme pour le cécifoot pour Yvan, le Showdown permet de sensibiliser effectivement les jeunes, les moins jeunes, lors de portes ouvertes, de démonstrations, d'initiation au handicap visuel à travers le Showdown. Ils mettent un bandeau sur les yeux, ils se retrouvent en situation de cécité, et là c'est plus la même histoire, et c'est assez sympa comme rencontre. Généralement ils sont assez bluffés, assez intéressés de se retrouver en situation de cécité à égalité autour d'une table de Showdown. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Piscine et Yvan pour terminer. Ouais. Ah, vas-y. Vas-y. Voilà. Ok. Oui, je rejoins effectivement ce que vient de dire Bertrand. Il y a véritablement une démarche commune, que les valides aillent vers les déficients visuels et que les déficients visuels aillent vers les valides. Il y a véritablement de chacun une crainte à dépasser, une zone de confort. Il faut oser sortir de sa zone de confort, chacun pour aller vers l'autre. Effectivement, la personne déficiente visuelle doit oser vouloir réaliser ses ambitions, ses souhaits, ne pas se mettre d'autocensure et bien sûr qu'il suffit pas de le dire, mais avec de la méthode, de la réflexion et de l'anticipation et de l'organisation, c'est possible. Il y a vraiment, il y a vraiment rien qui peut empêcher. Surtout aujourd'hui, quand on sait que il y a des transports adaptés, il y a de l'information, etc. Et puis les valides, c'est vrai que parfois on n'ose pas aller vers les handicapés en leur disant il va peut-être mal le comprendre ou mal le prendre, etc. Eh bien, moi je pense que vous pouvez toujours poser la question, ça fait jamais de mal, il pourra toujours refuser, et puis chacun pourra s'exprimer. Il y a vraiment pas, je crois qu'il faut vraiment enlever cette peur, passer au-delà pour que l'un aille vers l'autre. Et c'est vrai que la rencontre est d'autant plus belle. Enfin, je veux dire, il y a de beaux moments à passer ensemble, parce que à rester entre soi. Enfin, moi, c'est mon expérience. À rester entre soi, à rester chacun de son côté, je vois malheureusement qu'on ne s'enrichit pas de ça. Merci, Piscine. Allez, Yvan, pour le dernier mot de la fin. Oui, simplement pour... On prendra peut-être juste la question de monsieur qui est tout au fond, parce qu'on n'aura pas le temps d'en prendre plus. Je suis vraiment désolé, on était tellement bavards. Après, Bruno, on n'aura pas le temps. Mais je sais qu'il y avait une question, donc on va la prendre. Allez-y, Yvan. Simplement pour conclure déjà, ce type d'étude s'avère pertinent parce que à mon avis, à mon humble niveau, je trouve qu'il y a trop peu de données, trop peu de statistiques, pardon. On a trop peu de recul sur les déficients visuels, sur ce qu'on fait, sur nos besoins, sur nos attentes. Et nous aussi, déficients visuels, il faut qu'on arrête d'avoir ce complexe du handicap. On a un handicap, mais ça fait partie de nous. Notre handicap fait partie de nous, c'est de la faute de personne et il faut qu'on s'accepte tel que nous sommes et que nous allions vers les autres, non pas en se disant qu'on ne voit pas et comment est-ce que la personne en face va nous juger, mais on y va naturellement. Moi, en tout cas, c'est l'approche que j'ai et c'est ce que j'essaie de véhiculer à mes coéquipiers, notamment en club et en équipe de France et ailleurs, mais surtout qu'on se regarde comme on est et qu'on aille de l'avant sans complexe.
Et aussi pour dire, effectivement, le sport aussi est propice le sport est un champ de rencontre, un champ des possibles entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Et le cécifoot est aussi un prétexte pour sensibiliser. Et l'avantage du football, c'est que le football a un impact, notamment quand on va dans les clubs et qu'on rencontre les gamins, tout de suite, ça leur parle, football. Et tout de suite, il y a l'intrigue de se dire, mais attendez, ils jouent au foot alors qu'ils ne voient pas. Et c'est là, justement, qu'on insère les problématiques par rapport au handicap et qu'on explique aussi l'accessibilité. Comment est-ce qu'on fait pour jouer, pour lire, la culture, en disant aux gamins que oui, on ne voit pas, mais il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'à côté, il y a la culture, il y a l'information, l'accessibilité à l'information notamment. Et avec Anna et la fédération, ce qui est aussi hyper intéressant à dire, c'est qu'on travaille notamment avec les médias sur du contenu, mais pas un contenu sur le handicap, non, un contenu sur le sport avec les compétences des déficients visuels. Voilà. Merci Yvan. Alors, vraiment des micro-questions. Alors, allez-y, monsieur, je crois que c'était au fond également. Alors, allez-y d'abord. Bonjour, Bernard de Godeville, Valentin, oui. Je vais aller dans votre sens et nous, on prouve le mouvement en marchant. Je vais me faire un peu de pub. Le 11 juin, quand vous aurez fini de répondre au questionnaire, vous venez au triathlon que l'AVH organise à Versailles, qui réunit un voyant et un déficient visuel. Donc, tu vas être content, piscine. C'est 3 épreuves de course à pied, de kayak et de tandem autour de la pièce d'eau des Suisses à Versailles. Donc, venez nous rejoindre et ce sera une bonne occasion de répondre à toutes les suggestions que vous avez fournies. Merci, c'est bien noté. Le 11 juin, uniquement si vous avez répondu au questionnaire Robert. Allez-y au fond, Guillaume, pour le micro. C'est bon, allez-y, monsieur, posez votre question. Moi, je ne vais pas faire ma pub, j'ai posé une question. C'est super, moi, sur le sport, on a plusieurs, mais on va... Non, très court. Oui, très, très court. Donc, c'est quand même tout ce qui est dit, il y a quand même un vrai problème de moyens. Hein, donc, ça, on n'en parle pas et malheureusement, c'est vraiment très, très important parce qu'on parle qu'on veut faire les choses, on veut faire plein de choses. Mais moi, je suis président de club, ça fait 3 ans que je fais une vidéo dans une ville parisienne. C'est compliqué. Le pôle handisport qui normalement est mis en toile, il est trusté par des voyants. C'est très difficile pour les personnes en situation de handicap d'avoir des créneaux pour ce qui est normalement pourtant le pôle handisport à Paris. Donc, c'est quand même une vraie aberration. Il y a quand même un vrai problème de moyens. Ce n'est pas juste un état d'esprit que les déficients visuels ou les voyants devraient avoir. Il y a un vrai problème de moyens. Et la Fédération française du sport ne fait pas assez son travail. Sur l'étude, je voudrais juste que quand on parle des chiffres de l'étude, on dise bien que ce sont les réponses de l'étude. Parce que quand j'entends certains chiffres, c'est aberrant. Il faut bien avoir en tête, attention, que c'est ceux qui ont répondu à l'étude. Tout à fait. Il y a un biais important parce que c'est des gens qui sont bougés pour le... Ouais, tout à fait. J'ai fait une propre étude sur le Conseil d'administration de l'INJA. J'ai fait moi-même mon étude avec une centaine de réponses de ceux qui ont répondu. Bien sûr, on est passé par certains canaux. Donc, évidemment, il y a des statistiques monstrueuses. On voit bien que ceux qui ont répondu, c'est ceux qui sont dans les réseaux. Complètement. C'est ceux qui travaillent, ceux qui sont inscrits. Donc, il n'y a pas de problème. Dans ceux-là, 60% des gens travaillent. Quand on reprend et qu'on refait une étude de population, on refait tous ceux qui n'ont pas répondu, on va les chercher. On se rend compte qu'en réalité, tous ceux qui n'ont pas répondu ne travaillent pas, ne font pas de sport, ne sont pas dans ces réseaux. Donc attention, quand on dit 30% n'ont pas de problème pour faire de sport, ce sont les 30% qui ont répondu. Non, mais tout à fait, on en a bien conscience. Allez participer aux compétitions, on le sait très bien, que ce soit le cécifoot ou n'importe quoi. Il n'y a personne. La réalité, c'est que vous avez, j'ai entendu tout à l'heure par exemple le vélo, mais qui a des tandems? Il n'y a quasi pas de tandem. Vous allez au championnat de France de paracyclisme, il y a 10 participants. C'est ridicule. Le nombre de licenciés, prenez les vraies statistiques, il n'y a pas besoin de faire des études monstrueuses. Et non, mais bien sur la démarche que vous faites. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de faire des sondages où là, on va réellement aller chercher les gens et les répondre et pas chercher à faire quelque chose de participatif sur 2 millions de personnes, on n'arrivera jamais à avoir 2 millions de réponses. Ce sont des chiffres fiables. Donc, sur la démarche, elle est louable, elle est intéressante. Mais attention dans l'interprétation des chiffres, parce que sinon, on va arriver à dire quoi? On va arriver à dire, il n'y a pas de problème, en fait, ils font tout du sport. Ah non, vous avez interrogé ceux qui sont dans des associations, bien sûr qu'ils font du sport. Non, justement, pas ceux qui sont dans des associations. Sur le terrain, c'est pas ça. Oui, mais justement, là vous avez raison, c'est qu'effectivement, ceux qui répondent sont des gens qui ont pris le temps de répondre et qui ont été touchés par l'étude. Côté touché par l'étude. Simplement, par contre, il y a beaucoup. 90% des déficients visuels n'ont pas reçu votre étude.
Pourtant, c'est très largement diffusé. On demande que ce soit justement le plus largement diffusé possible. La difficulté qui peut se poser, c'est que certains, justement, disent on vous répondra, c'est promis, mais plus tard. Sur les populations qui ont du mal à avoir accès à l'information, alors, évidemment, qui vont avoir du mal à... Et alors, ça va faire le lien avec la deuxième table ronde. Je crois que c'est qui c'est moi. Juste. Allez-y. Alors, merci pour ton regard très critique, mais je pense qu'on l'entend tous. Il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que c'est bien qu'il y ait ce type d'études, mais il faut aussi que la base, que nous, les non-voyants, que nous nous imprégnions de ça. Alors, tu as raison, tout le monde n'a pas forcément accès à ça, mais ces personnes-là qui ne sont pas dans les associations, qui sont hors réseau, qu'est-ce qu'elles font? Nous, on est beaucoup dans l'attente. Nous, les non-voyants, globalement, attention, je ne dis pas tout le monde, mais qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que ceux qui sont en attente font aussi? Il ne faut pas être que passif. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi, je pourrais rester chez moi en me disant, vas-y, bon, le foot, c'est compliqué. Non, je me lève le matin, comme d'autres joueurs, comme d'autres dans d'autres entités, dans d'autres organismes. C'est aussi à nous, les non-voyants, de prendre conscience de nos besoins, de nos attentes et d'aller vers les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient de nous, hein. Ça ne viendra pas de Pierre-Marie ou d'Anna, ça vient de nous. On est complètement d'accord. Et peut-être que pour... je suis désolé, il faut vraiment que je rende la parole. Je suis désolé, Piscine. On va devoir vraiment conclure parce que sinon, je crois qu'on en a. C'est passionnant, on en a pour la soirée. On n'est déjà pas très en avance. On vous remercie en tout cas tous, Jacques, et puis bien sûr vous trois pour votre participation. La parole est à Bruno. On va progressivement regagner nos places et on va inviter sur scène donc Philippe Trottin, donc avec Bruno Gendron, bien sûr, à qui je vais laisser ma place. Philippe Trottin, Thibaut de Martin Prêt, si je prononce bien, Philippe Bouchard et Laouri Merabti. Bonsoir à toutes et à tous. Après une table ronde sportive, on va être sur une table ronde un peu plus professionnelle. Alors, je demande quand même à l'organisation, on ne nous sucre pas nos 30 minutes de temps de parole. Non, bien sûr. Bon, non, pour faire une allusion un petit peu aux élections qui se profilent, ça me semblait important d'avoir une égalité du temps de parole. Je voulais faire deux remarques préalables avant d'engager cette table ronde. La première remarque, c'est de rappeler quand même l'importance du collectif associatif et de l'INJA sur cette étude. C'est suffisamment inédit pour non seulement le rappeler avec force, mais par ailleurs, c'est important parce que c'est ce qui va permettre aussi de produire ce genre de démarche. Et puis la deuxième chose que je voulais rappeler, en écho à ce qui vient d'être dit, c'est que les réponses au questionnaire, plus elles sont nombreuses, plus on aura quelque chose d'intéressant. Alors, modulo le biais qu'on a évoqué, moi j'ai souvent l'habitude de dire que répondre à l'étude Homer, c'est quelque part répondre aussi pour sa propre histoire, parce que quelque part, si on arrive à mieux offrir les services aux personnes déficientes visuelles, on se les offre aussi à soi-même. Donc c'est aussi, ça peut être une vision un petit peu plus individuelle ou individualiste, comme on veut, je ne sais pas comment le dire. Alors, maintenant que j'ai fait ces deux remarques, rentrons dans le vif du sujet de cette table ronde sur l'emploi et le numérique. D'abord, je crois qu'il y a une unanimité interassociative pour mettre en avant l'idée que l'inclusion dans le monde économique des personnes déficientes visuelles est on ne peut plus important. C'est un élément majeur qui est porté par l'ensemble du tissu associatif, en tout cas je le crois. L'usage du numérique, eh bien évidemment, il faut le voir pratiquement dans deux dimensions, à la fois les métiers autour du numérique en tant que tel, des développeurs web ou autres, et puis il faut le voir comme des outils indispensables à l'exercice d'un métier quel qu'il soit. Quels sont les métiers qui, aujourd'hui, n'utilisent pas le numérique? Mais pour aller plus loin dans la démarche, il faut évidemment que ces outils numériques
fasse l'objet, en tout cas pour les personnes déficientes visuelles, d'une formation et avec le principe, évidemment, d'une accessibilité numérique la plus totale possible, et puis, évidemment, une accessibilité des logiciels métiers. Alors, derrière ça, on cite souvent, alors je trouve, oui, pour terminer là-dessus, en tout cas, je trouve intelligent l'idée, alors je le dis comme Jacques Charlin, c'est d'autant plus intelligent, j'en suis pas à l'initiative, d'avoir associé les deux termes, emploi et numérique, hein, parce qu'on voit bien la liaison. Alors, on est aujourd'hui sur la question de l'emploi, sur un taux de chômage ou d'inactivité important. Là aussi, hein, il y a des sites il y a des chiffres qu'on cite souvent, mais n'empêche qu'on évoque quand même une personne déficiente visuelle sur 2 en âge de travailler sans emploi, ce qui est quand même extrêmement important. Mais on sait qu'on a des actions aujourd'hui de l'ensemble de nos partenaires, et notamment associatifs, pour améliorer la situation de l'emploi. Alors, l'étude Homer, elle devrait préciser un certain nombre de données en la matière, et on le verra tout de suite après. Je rappelle les 5 intervenants autour de cette table ronde. Alors vous aurez remarqué quand même leur caractère peu paritaire. Un effort, mais... Oui, mais bon, ça va être compliqué. Donc Thibaut de Martin-Pré, donc qui est chef de projet, consultant interne chez Accenture. Ensuite, on a 2 Philippe. Mais c'est bien. Philippe Trottin. C'est générationnel. Voilà, c'est le directeur inclusion et accessibilité numérique chez Microsoft. Ensuite, Philippe Bouchard, donc, qui est le responsable innovation sociale du groupe Randstad et directeur du développement de l'entreprise adaptée de travail temporaire CLIF. Oui. J'ai tout bon jusque-là? Jusque-là, tu as tout bon. Bon. Et monsieur Larouabi Meragbi, donc le directeur régional de l'AGFIP Île-de-France. Et puis, et du coup, c'est pour ça que je l'ai cité en dernier, c'était pas un manque de courtoisie, Caroline Pigeon, qui va, donc je vous donne la parole tout de suite, pour nous donner quelques éléments au niveau de l'emploi, puis je vous redonnerai la parole sur la partie numérique. Merci. Alors, au niveau de l'emploi, déjà au niveau de l'activité principale des répondants à l'étude, on a 4 personnes sur 10 qui sont retraitées, 3 sur 10 en emploi, 1 sur 10 en invalidité, et le reste étant au foyer, en recherche d'emploi, en études, en stage, ou travailleurs en EHPAD. Donc, parmi les actifs, donc ceux qui travaillent, 7 sur 10 sont à temps complet et 9 sur 10 en CDI. Les actifs sont principalement salariés, 9 sur 10. On a à peu près 1 sur 10 d'indépendants et une très, très petite minorité de chefs d'entreprise. Au niveau de la catégorie socio-professionnelle, les actifs sont principalement employés, pour 4 sur 10, cadres 3 sur 10 ou appartenant à une profession intermédiaire, près de 3 sur 10. Un fait assez intéressant, c'est le fait que les travailleurs indépendants qui ont répondu à l'enquête sont 1 tiers à avoir choisi d'être indépendants car ils ne trouvaient pas d'emploi en tant que salariés. Parmi les actifs, on a 1 quart des répondants qui travaillent dans le champ professionnel de la déficience visuelle ou du handicap. Je me perds dans mes fiches, excusez-moi. Concernant la recherche d'emploi, c'est difficile. Pour ceux qui ont dû chercher un emploi depuis qu'ils ont eu leur problème visuel, c'est difficile, voire impossible pour 6 sur 10. Par conséquent, donc, ils sont 4 sur 10 à déclarer ne pas indiquer ou indiquer très rarement le fait qu'ils aient un problème visuel dans leur candidature. Les difficultés qu'ils déclarent avoir dans la recherche d'emploi sont le fait que la crainte que les employeurs
des employeurs d'une moindre productivité, la non-adaptation des outils et des logiciels professionnels et l'inaccessibilité des locaux, des bureaux, mais aussi des moyens de transport pour se rendre au travail. Parmi ceux qui travaillent, les plus grands freins à la réalisation de leur travail au quotidien sont l'inaccessibilité des logiciels professionnels, une fois encore, ça c'est pour la moitié d'entre eux, l'inaccessibilité des outils techniques, des ressources numériques, le fait de devoir réaliser des déplacements professionnels. Et parmi notre échantillon, on a 3 personnes sur 10 qui ne déclarent pas avoir rencontré de freins particuliers. Pour ceux qui ne travaillent pas, 7 personnes sur 10 qui ne travaillent pas, c'est à cause d'un problème visuel. Pour 3 sur 10, c'est car ils déclarent que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Et pour un quart, cela est lié à un problème de santé autre que la déficience. Voilà, rapidement quelques. Merci. Alors, vous savez bien, hein, les statistiques, c'est comme les bikinis, hein, ça montre l'essentiel et ça cache le principal. Et donc, de ce point de vue-là, je propose qu'on approfondisse ce qui vient d'être dit. Et je vais donner tout de suite la parole à Thibaut pour à la fois peut-être un témoignage par rapport à ta vie professionnelle. Ce que je propose peut-être, si tu le souhaites, de réagir par rapport à ce qui a été donné en termes statistiques. Et puis, on attaquera la question du numérique en tant que tel dans une deuxième partie. Voilà. OK. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Bruno pour l'invitation. J'avais une question peut-être sur les statistiques qui ont été évoquées. On est sur combien de répondants? 1000 répondants. Okay. Merci. Donc, je vais effectivement vous témoigner très, très brièvement donc, par rapport à ma situation d'emploi. On ne t'entend pas bien. Ouais, si. Branché, il faut parler mieux. Non, vous m'entendez là? Non, il faut que je me colle. Okay. Désolé. Voilà, donc je vais témoigner brièvement. Donc, je suis déficient visuel de naissance, très malvoyant. Je trouve que c'est important parce qu'on est bien clair qu'il y a 3 types de handicap visuel. Il y a les personnes qui sont déficientes de naissance, les personnes qui perdent la vue progressivement et ceux qui la perdent brutalement. Je crois que c'est quand même 3 cas de figure très, très différents. Donc, personnellement, je suis né très, très malvoyant. J'ai eu la chance d'apprendre le braille à l'âge de 6 ans et d'être dans ce qu'on appelait à l'époque une CLIS. Je ne sais pas si ça existe toujours. Donc, c'est une classe spécialisée au sein d'une école ordinaire, une école élémentaire ordinaire. Après, en collège et au lycée, j'étais intégré à Orléans, ville que connaît bien Monsieur Gendron à ma gauche. Il paraît. Voilà. Ce qu'on appelle en inclusion, à l'époque, on appelait ça intégration. C'est exactement pareil. Et j'ai eu donc mon bac à Orléans. Ensuite, je suis parti à Clermont-Ferrand pendant 2 ans en prépa et j'étais suivi à l'époque par le CRDV qui nous fournissait le centre qui est l'équivalent, si vous voulez, de l'INJA, mais à Clermont-Ferrand, où le CRDV m'a suivi pendant 2 ans pour me fournir notamment tout ce qui est mathématiques, support adapté, etc. Et cours de soutien en maths, notamment. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce à Rouen. J'ai continué avec des villes en région. Et voilà. Et donc, en fin de cursus d'école de commerce, j'ai fait un stage chez Accenture, donc une entreprise de conseil en technologie, qui est un peu l'équivalent de Atos ou Capgemini. Peut-être que vous connaissez mieux, c'est une marque française. Donc, il y a presque 10 ans maintenant, un stage de fin d'études qui s'est transformé dans un contrat permanent, ce qui se fait assez souvent. Le stage de fin d'études fait office de période d'essai et ensuite on est salarié. Voilà, que vous dire, je pense que tout le monde connaît un peu, mais comment on fait pour travailler quand on ne voit pas? C'est relativement simple. On travaille avec un ordinateur sur lequel il y a une synthèse vocale, donc un retour audio. Hein. On peut suivre le contenu de son ordinateur avec un retour vocal. Et puis également, comme je suis brailliste, j'ai la possibilité de brancher un écran en braille pour pouvoir lire aussi avec mes doigts le contenu de ce que j'envoie, ce que je reçois, et les formules sur Excel, par exemple, etc. Voilà, et tout ça fonctionne uniquement que si les outils sont accessibles, comme le disait Bruno dans l'introduction. Donc très très vite, on peut être confronté à la question de l'inaccessibilité de certaines interfaces.
Et là, on tombe vraiment dans le premier écueil et l'écueil majeur. On en reparlera après, donc je ne m'étale pas à ce moment-là. Voilà. Merci. Alors, du coup, j'ai envie de m'adresser à Philippe Bouchard pour, en préparant cette table ronde, tu m'expliquais que tu te positionnais plutôt comme un généraliste un peu de l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. Par rapport à ce témoignage qui vient d'être donné par Thibaut, quelle pourrait être ta ou tes réactions? Alors, ma réaction, elle est hélas, je ne suis pas surpris déjà, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre d'une manière assez récurrente. Donc, je suis certes un peu en généraliste, mais j'ai une double casquette, puisque je m'occupe aussi de la mission handicap en interne au Comprendre Stade. Et ce que vous avez vécu, Thibaut, c'est ce que vivent le quotidien de nombreux déficients visuels qu'on accompagne dans leur vie professionnelle à travers les aménagements. Tout se passe bien jusqu'au moment où on se rend compte face à des impossibilités techniques ou autres. Quand ça reste assez simple et généraliste, c'est plutôt aisé. Quand ça devient un peu plus technique et compliqué, là, on peut avoir de vrais écueils et des vraies impossibilités de travail. Après, la deuxième casquette m'amène sur l'emploi plus général des personnes en situation de handicap, et je vais quand même rester dans le champ du handicap visuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la population que nous arrivons la plus facilement à intégrer dans l'emploi, au regard des autres populations en situation de handicap, du fait de tout ce que l'on a évoqué précédemment. Alors, on essaye de contrebalancer avec des programmes de formation, de professionnalisation, mais ça, peut-être qu'on en parlera un peu après. Et puis, c'est vrai que d'avoir aussi créé notre entreprise adaptée de travail temporaire fait qu'aujourd'hui, on a des moyens, on a aussi une autre vision sur le marché de l'emploi qui nous permet d'avoir des candidats et des candidates qui viennent nous voir qu'on ne voyait pas avant, entre guillemets, et qui nous permettent de pouvoir monter ce type de projet. Je pense qu'il y a un chemin à parcourir aussi de la part des personnes qui ont des troubles et des déficiences visuelles, de venir voir les recruteurs. Et tout ce qui a été évoqué dans l'enquête ne m'étonnait pas non plus, avec les freins que peuvent rencontrer les personnes et les peurs qu'elles peuvent avoir de ne pas être comprises lorsqu'elles rencontrent un professionnel du recrutement. Merci. Alors, Philippe Trottin, chez Microsoft, est-ce que la question de l'emploi des personnes déficientes visuelles, parce qu'on est là pour ça, mais en général, des personnes en situation de handicap, se pose, et si oui, comment? Alors oui, tout à fait. Comme le disait Philippe à côté de moi, globalement, on rencontre toujours les mêmes problématiques. J'ai un peu les mêmes fonctions puisque je suis à la fois le directeur de la mission handicap de l'entreprise, donc je vais travailler sur l'emploi, le recrutement avec les équipes ressources humaines. La constatation, c'est qu'on n'a pas non plus beaucoup de candidats à se présenter. On a très peu de possibilités finalement de pouvoir communiquer de façon large pour attirer ces candidats. Et pourquoi on a peu de candidats dans une entreprise comme Microsoft? Principalement parce que quand on regarde dans les écoles d'ingénieurs, les gens qu'on recrute habituellement, on ne trouve pas de déficients visuels parce que simplement les outils qui sont utilisés pour faire des mathématiques, pour faire des choses comme ça, sont entre guillemets balbutiants. Et ce qui pose un vrai problème, puisque du coup, on ne retrouve pas trop de profils ayant un handicap visuel, alors que pour d'autres typologies de handicap, on a davantage de candidats. La situation aussi des outils, mais on va en revenir quand on parlera d'accessibilité numérique, c'est le sujet principal pour nous, c'est comment faire. Et moi, dans mon métier autour de l'accessibilité numérique, je vais expliquer en permanence en fait aux entreprises le fait qu'il y a certes un problème d'outils, mais il y a aussi un problème globalement d'organisation, parce que tant que les services de communication créeront des documents inaccessibles, tant que les services numériques, le site web, le site intranet, les sites SharePoint où on dépose des documents sont inaccessibles pour les employés en situation de handicap, notamment visuel, quelque part, on ne réussira pas à les intégrer dans les entreprises. Donc, il y a une vraie problématique de se dire finalement, tant que l'entreprise n'a pas mis en place de solutions d'accessibilité numérique, on aura une vraie difficulté à intégrer ses collaborateurs dans l'entreprise. Merci. On voit bien dans les deux tables rondes la nécessité de prendre la question de la déficience visuelle de façon globale. On est dans l'acte d'emploi, mais derrière, il y a toute la périphérie de l'emploi qui n'est même pas de la périphérie. On le disait tout à l'heure, quand dans le sport, on évoquait aussi la question il y a la pratique sportive, mais il y a aussi ce qui se passe en amont.
Monsieur Beracti, vous êtes donc le représentant, le directeur régional de l'AGEFIP, et on sait que l'AGEFIP est très impliquée, c'est son cœur de métier sur les questions d'emploi, et aussi, je tiens au nom du collectif à le dire publiquement ici, à remercier l'AGEFIP du financement qui a été accordé avec les autres partenaires, bien sûr, sur cette étude Omer. Sans vouloir pratiquer la provocation, j'ai presque envie de vous demander, mais parce que je vous ai dit que je vous poserais la question comme ça, pourquoi l'AGEFIP est intéressée à une telle étude? Qu'est-ce que vous en attendez? Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous répondre, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Et on a beaucoup évoqué la question de l'accessibilité, la question de la problématique que rencontrent les personnes en déficience visuelle, le besoin des entreprises, mais on n'a pas beaucoup parlé de la formation des personnes. Et je pense que là, il y a quelque chose à travailler sur ce sujet-là. On le voit, beaucoup d'organismes de formation, on va dire maintenant l'inclusion, le droit commun, ne reçoivent pas beaucoup de personnes en déficience visuelle. Et pourquoi? Parce que on les a pas sensibilisés, on leur a pas équipés, on leur a pas donné tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent savoir comment accueillir une personne déficiente visuelle dans l'organisme de formation, et maintenant comment adapter leur programme de formation et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a aussi un investissement fort à faire sur ce sujet-là pour les personnes déficientes visuelles. Parce qu'on reste toujours aussi, pour ceux qui ont fait les grandes écoles, l'université et tout ça, mais dans la population handicapée, et particulièrement aussi sur celle-là, on retrouve aussi des faibles niveaux de qualification et voir comment les amener à un niveau de qualification pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Et par conséquent, comment les équiper. Sans pour répondre à votre question, je pense que, vous l'avez dit, nous avons une mission de service public. Nous sommes intéressés toujours par la question de l'emploi des personnes en situation de handicap et par rapport à l'étude Omer concernant la personne déficiente visuelle. Nous sommes un organisme paritaire, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y avait pas le paritarisme. Je représente le paritarisme. La gouvernance de la GIFIP est paritaire. Je ne parle pas des mêmes paritaires. Non, mais j'ai bien compris. Ça allait de la parité homme-femme. non, mais je pense que là, c'était pour la GIFIP, c'était important qu'on puisse soutenir cette étude-là, parce que sur le volet emploi, bien sûr, parce que on revient sur notre mission, parce qu'on voulait savoir quels sont vraiment les freins, quelles sont les attentes, quels sont les besoins de cette population pour pouvoir après actionner, évaluer, revoir notre offre d'intervention, puisqu'on a aussi une offre qui permet d'apporter des solutions à ces personnes-là quand ils sont dans l'emploi ou qu'ils veulent accéder à l'emploi ou qu'ils sont en formation. Donc, intéressés par l'étude parce que derrière, on peut trouver les effets leviers pour permettre l'emploi des personnes en situation de handicap et plus particulièrement la déficience visuelle. Merci. Alors, je vais redonner du coup la parole à Caroline, et je prie Nicolas Baltenec de m'excuser, je ne l'ai pas cité dans la présentation de ma table ronde, mais voilà, l'erreur est réparée. Je vous redonne la parole, Caroline, pour évoquer un petit peu plus les questions du numérique, en attirant l'attention de l'ensemble des orateurs sur l'heure. Donc, essayez de faire quelque chose de concis si vous voulez bien. Je vais peut-être passer du coup sur les aides techniques et le type d'aide. On discutera de ces résultats dans votre événement peut-être. Au niveau de la fréquence d'utilisation d'Internet, que ce soit avec un ordinateur, tablette ou sur smartphone, on a parmi nos répondants l'utilisent beaucoup. Donc ça rejoint un peu le biais et le fait que l'étude soit principalement réalisée en ligne. Donc, parmi nos répondants, 8 sur 10 utilisent Internet tous les jours ou presque, et 1 sur 10 jamais. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'est-ce qu'ils font sur Internet. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est surtout des tâches relativement faciles, telles qu'échanger des mails qui sont faits de façon seule et sans aide. Donc, 7 sur 10 échangent des mails seuls et sans aide. Après, pour ce qui est des tâches sur Internet plus complexes où il y a de la navigation, eh bien, on diminue le nombre de personnes qui le font sans aide. Par exemple, consulter de l'information sur tout type de site Internet, ils sont un tiers à le faire sans aide. Participer à des cours, des réunions, des conférences, c'est 3 sur 10.
les achats en ligne, un quart à le faire seul. Et puis, bien sûr, on a un fort effet de l'âge sur la complexité de la tâche réalisée. Les tâches les plus complexes sont moins réalisées par les personnes de 60 ans. Maintenant, au niveau des raisons de non-utilisation d'Internet ou des raisons pour lesquelles les personnes l'utilisent peu, c'est le manque d'aisance avec la technologie, qui rejoint aussi l'absence d'accès à des formations numériques, la non-accessibilité des sites, le prix des matériels et logiciels adaptés. Et puis, on a des personnes qui se considèrent trop vieux pour utiliser Internet. Voilà. Pour faire court. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Philippe Bouchard, je crois que je t'entendais réagir par rapport à l'usage d'Internet tout à l'heure. Et ma question, c'était de me dire, est-ce que dans ce que tu peux percevoir dans ta pratique de généraliste, hein, je reprends le terme que tu as utilisé, est-ce que tu as le sentiment que ce que vivent les déficients visuels, c'est plutôt une spécificité quant à l'usage du numérique, ou bien les autres personnes en situation de handicap vivent la même chose, ou est-ce qu'elles vivent les choses différemment, autrement? Voilà. Cette question. Merci. Je dirais que, je prends 2 minutes, je ne sens pas une énorme différence en réalité. Ça va vraiment dépendre de la personne en elle-même, de son vécu personnel et professionnel. On peut trouver des difficultés équivalentes sur des populations en situation de handicap, ou parfois pas d'ailleurs, qui vont avoir de très très grosses difficultés à avoir l'accessibilité à l'information numérique. Donc, ce n'est pas réellement une difficulté. Je rejoins quand même, parce qu'avec l'expérience, je me rends compte que c'est quand même la population des personnes déficientes visuelles ont parfois cette difficulté un peu plus marquée, mais ça reste quand même pas si marqué que ça à mes yeux. Philippe Trottin, le souhait, enfin le travail que fait Microsoft aujourd'hui, quelles en sont les raisons? C'est finalement une grande entreprise comme la vôtre, travailler sur les questions d'accessibilité, notamment aux personnes déficientes visuelles, pas que, mais notamment. Voilà, pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est clé en fait de travailler sur l'accessibilité pour plein de raisons. Déjà, des études, dont d'ailleurs une étude d'Accenture a démontré que, en définitive, la diversité était source d'innovation. On est une entreprise d'innovation, on a besoin d'avoir des gens qui ont des points de vue différents, des façons d'utiliser les technologies différentes, on a besoin d'être représentatif de nos clients, donc on a absolument besoin d'avoir une population interne diverse. Et donc on va s'intéresser au recrutement inclusif, c'est obligatoire pour une entreprise comme la nôtre. Et quelque part, ça nous donne aussi accès finalement à un marché, hein, puisque si à partir du moment où on crée des solutions numériques accessibles, potentiellement, les utilisateurs qui ont des besoins d'accessibilité vont être utilisateurs de nos solutions. Donc finalement, c'est du win-win. On investit d'un côté pour créer des solutions accessibles et de l'autre côté, ça permet d'avoir davantage de clients. Voilà, c'est une raison importante. Alors, c'est pas la seule raison parce qu'en définitive, on a aussi une responsabilité sociétale quand on est une entreprise comme Microsoft ou comme tous les acteurs, d'ailleurs les grands acteurs du numérique, c'est en fait, on sait qu'il y a de plus en plus d'emplois qui utilisent le numérique au quotidien. On sait que la plupart de ces utilisateurs potentiels, de ces personnes qui vont être recrutées, vont utiliser nos technologies. On ne peut pas se permettre de ne pas créer des solutions accessibles. Alors, on a aussi des aspects importants et qui révolutionnent un petit peu, on va dire, l'existant, hein, l'informatique. Moi, je me souviens, j'ai une maman qui a perdu la vue quand elle m'attendait. À l'époque, elle utilisait un synthétiseur vocal absolument abominable qui parlait anglais sur du français, donc inaudible évidemment, avec quasiment impossibilité d'aller faire des recherches documentaires. Voilà. Et quand on regarde les progrès qui ont été réalisés et la qualité qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'à de la lecture audio ou de la reconnaissance vocale, les progrès que l'on fait aujourd'hui grâce à des solutions d'intelligence artificielle sont phénoménaux. Et on se dit, oui, mais c'est pas assez rapide. Il faut savoir que la parité entre un homme et une machine, par exemple, sur de la reconnaissance vocale, ça date d'il y a 5 ans.
Donc c'est extrêmement jeune en fait. Dans 10 ans, on n'en parlera plus, même dans quelques années, on n'en parlera plus. On aura une capacité de reconnaissance vocale ou de commande vocale qui sera nettement améliorée. D'ailleurs, dans les usages, on parle du numérique, mais les assistants vocaux ont aussi complètement changé la donne. Moi, je sais que, je vais reprendre l'exemple de ma mère. Ma mère fait beaucoup de recherches Internet à la voix grâce à des assistants vocaux. Elle n'utilise pas forcément tous les jours son ordinateur. Elle va lire ses mails, elle va consulter des sites Internet, mais quand elle a une petite recherche à faire rapide, elle va utiliser un assistant vocal. Ouais. Monsieur Meracti, comment l'AGEFIP aujourd'hui se positionne sur la question d'accessibilité numérique, et en particulier, vous avez tout à fait opportunément rappelé le caractère paritaire de l'AGEFIP, et dans les collèges de l'AGEFIP, comme dans ceux du FIPHFP d'ailleurs, il y a les employeurs. Est-ce qu'il y a des actions de mener pour convaincre, au fond, les employeurs de la nécessité. Alors, on a parlé d'accessibilité numérique de façon générique, hein, parce que vous avez compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais c'est aussi celle des outils métiers. Hein. Est-ce qu'il y a des leviers de sensibilisation que l'AGEFIP peut utiliser parce qu'un métier, pour qu'il soit bien exercé, il faut évidemment que son environnement numérique soit accessible? Complexe réponse, mais je vais essayer d'apporter une réponse, parce que la question elle est très très complexe, parce que ça touche aussi le besoin de l'entreprise, comment l'identifier, comment après trouver, est-ce que l'entreprise elle peut trouver un développeur qui lui permettra d'adapter son matériel. Moi, ce que je veux dire, nous on fait ce travail-là quand on accompagne l'entreprise et quand on nous pose ces questions-là, ce qu'on peut dire à l'entreprise, c'est qu'on est là prêt à l'aider et à l'accompagner dans cette démarche. Mais en même temps, ça ne concerne pas que l'AGEFIP, ça concerne l'ensemble de l'écosystème. Parce qu'il faut aussi travailler sur de la recherche, sur le besoin des entreprises. Comment on met en place rapidement des interfaces. Parce qu'entre le recrutement, l'entreprise dit, moi je prends cette personne-là, ça m'intéresse. Après, derrière, il y a du matériel technique. Forcément, aménagement de poste de travail, nous, l'AGEFIP, on peut. Mais après, derrière, tout le développement que doit faire l'entreprise dans leur système d'information pour permettre à cette personne d'accéder rapidement. Et là, je peux vous dire, j'en ai quelques expériences, quelques connaissances sur certains dossiers où l'entreprise attend 1 an, 2 ans pour pouvoir que la personne puisse travailler dans les meilleures conditions. Donc, je pense que nous, à AGEFIP, on est intéressés par ça et on travaille avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les partenaires institutionnels ou opérationnels, mais aussi avec les entreprises. Mais je ne pense pas que ça s'arrête qu'à ce niveau-là. Il faut que tous les acteurs se mettent autour d'une table et travaillent ensemble pour voir comment, de plus en plus, répondre à cette attente et à ce besoin des entreprises. Alors, Microsoft a développé pas mal de choses d'accessibilité. Il y a d'autres grands géants de l'informatique qui sont en train de travailler sur ce sujet-là, mais je crois que là aussi, ça vient aussi, peut-être l'étude d'Omer sortira quelques éléments, ça vient aussi du milieu associatif ou le milieu de la déficience visuelle pour pouvoir aussi apporter cette visibilité, cette technicité pour pouvoir développer ces interfaces. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde et je souhaite donner la parole à Thibaut, à la fois pour une réaction sur tout ce qui vient d'être dit sur l'usage du numérique et notamment un petit peu toute cette interaction nécessaire entre les différents acteurs. Et puis, moi, j'ai entendu aussi l'appel du pied aussi qui vient d'être fait, notamment en lien avec l'étude Omer sur le tissu associatif que nous constituons. Merci Bruno. Plusieurs réactions, effectivement. Moi, j'entends ce que dit Philippe Trottin sur le côté l'intérêt des entreprises d'un point de vue marché, pour accéder à des marchés de personnes, l'intérêt aussi en termes d'image, mais et aussi la créativité, la diversité, etc. Mais je pense que c'est clairement pas suffisant. Et si on en reste à ça, on n'arrivera pas à l'accessibilité numérique, surtout en milieu professionnel. Moi, j'ai vraiment acquis la conviction qu'on a vraiment besoin de l'État, de la puissance publique, de la régulation, de manière beaucoup plus significative en termes de sanctions, de risques encourus pour que les choses bougent. Franchement, sinon il y aura toujours des entreprises comme Microsoft pour faire des belles choses, mais qu'en est-il des autres en fait, si elles ne sont pas obligées à le faire? Donc bon, c'était juste cette réaction-là. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'État, alors ça peut être au niveau européen ou en l'occurrence dans chaque pays européen, il y a une directive européenne à transposer dans chacun des États membres. La France doit transposer la directive avant juin 2022. Alors, évidemment, ce ne sera pas fait avant juin 2022, puisqu'il va se passer
quelque chose là prochainement, et pendant 2-3 mois, on va pas beaucoup travailler au niveau du Parlement, mais un enjeu énorme au niveau législatif, à mon avis. Et une petite réaction aussi au niveau des missions handicap. Moi, j'ai aussi la conviction que la déficience visuelle représente une petite proportion des personnes reconnues handicapées, je ne sais pas, 2%, 5%, même pas, 2%, mais potentiellement pour les missions handicap, c'est beaucoup, beaucoup de problèmes. Et moi, j'étais mission handicap, bon, effectivement, c'est très bien d'embaucher des personnes de missions visuelles. Enfin, si c'est 2% du public cible et 50% du souci, naturellement, j'aurais tendance à chercher les 98%. Voilà, et je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir. Donc, c'est pas du tout un constat défaitiste que je fais là. C'est un constat réaliste, je crois, par rapport à la situation de l'emploi des personnes déficientes visuelles. Et effectivement, on a besoin de la équipe, on a besoin de l'État, on a besoin des entreprises, ok. Mais il y a encore énormément de travail dans notre pays. Merci à toutes et à tous. Je vois l'heure qui tourne, donc je propose peut-être qu'on aille vers la conclusion, si je ne me trompe pas, qui donc échoua à Anne Renou, c'est ça? Alors, on va accueillir nos Caroline Thiéban, déléguée santé Île-de-France chez Optique 2000, et Anne Renou pour conclure cette. Merci Bruno pour cette passionnante table ronde. Allez-y, directement. Alors, merci beaucoup de nous permettre d'exprimer aujourd'hui l'engagement d'Optique 2000 dans l'étude OMER et dans la déficience visuelle en général. Plus précisément, Optique 2000 soutient le lot 4 qui concerne les personnes âgées de plus de 60 ans. Et en fait, ce qui est assez logique par rapport à la clientèle qu'on accueille en magasin. Et 80% des personnes malvoyantes qu'on voit en magasin ont plus de 65 ans. Donc voilà, ça représente cette population pour laquelle on souhaite adapter notre prise en charge. Optique 2000, en fait, s'intéresse à la déficience visuelle et travaille sur ce sujet depuis 2009 à travers plusieurs axes de prise en charge. D'abord, à travers des points experts basse vision. Donc, ce sont des magasins qui ont été des experts, en fait, qui ont été formés à travers toute l'attitude nécessaire pour accueillir les personnes en magasin, mais aussi sur l'équipement qui doit être spécifique et l'examen de vue qui est aussi particulier. Donc, tout ça, c'est une formation qui est plus pointue que la formation classique d'opticien. Et ensuite, ces points experts basse vision suivent une formation annuelle, enfin un colloque annuel, une formation continue, et sont aussi soutenus par des experts en basse vision, un comité d'experts qui les suit au quotidien si besoin. L'autre axe de travail d'Optique 2000 sur la basse vision, ce sont les CECOM. Les CECOM, ce sont des centres d'accueil, d'orientation des personnes malvoyantes. Et il y en a 3 en France, Paris, Lille et Besançon. Ces centres-là accueillent environ une trentaine de personnes par semaine. Ce sont des rendez-vous gratuits où la personne va côtoyer une personne orthoptiste et un opticien spécialisé. Ce sont des rendez-vous gratuits. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est vraiment une démarche non commerciale qui est faite dans ces centres-là. Le but étant juste d'orienter vers des professionnels, donc que ce soit orthoptiste, opticien, expert ou tout autre professionnel du monde du handicap visuel, en complément du suivi ophtalmologique, évidemment. Donc voilà, donc ces centres-là sont gratuits et pour celui de Paris, il est hébergé donc à côté de l'Institut de la Vision. Voilà, mais au-delà de notre soutien financier à l'étude OMER, ce que nous souhaitons mettre aussi à disposition, ce sont des ressources. Les points experts basse vision vont communiquer au quotidien dès qu'une personne malvoyante rentre en magasin pour parler de cette étude et ensuite inciter à aller répondre à ce questionnaire. Malheureusement, les opticiens n'ont pas le temps de les aider à remplir ces questionnaires, donc on peut faire appel au CECOM, donc en plus du numéro dont il a été question tout à l'heure. Les CECOM peuvent aider au remplissage si jamais il y avait des besoins pour des personnes qui ne se connectaient pas à Internet. Mais on a vu qu'a priori, ça marchait bien. Donc voilà, donc sachez en tout cas que si certaines personnes ont besoin d'aide au téléphone, on peut aussi, en plus du numéro, vous aider.
Voilà, donc en conclusion, je voulais juste vous dire que Opti 2000 souhaite contribuer de manière la plus active possible à cette étude, que c'est vraiment important pour nous d'obtenir des données de plus en plus précises sur la déficience visuelle pour nous permettre d'adapter nos prises en charge en magasin et de prendre en compte les spécificités locales également dans notre réseau national. Voilà. Un grand merci à vous, Caroline. On vous remercie tous, parce qu'après, moi, je ne parle plus après Madame la Présidente de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Donc, en tout cas, un grand merci à vous pour ce moment qu'on a passé. Merci à Bruno Gibron pour l'animation en plus dans les temps. Et j'en suis désolé d'ailleurs pour la mienne qui était un petit peu plus longue sur la table ronde emploi numérique. Anne, je vous laisse la parole pour conclure cette conférence. Donc, il m'incombe cette lourde tâche de conclure cette magnifique. Juste là. Je ne sais pas où est le micro. Alors, je vais m'approcher peut-être un peu plus. Voilà. Donc, je disais qu'il m'incombe donc cette lourde tâche de conclure cette magnifique après-midi du lancement de cette étude au maire en région Île-de-France. Je crois que c'est la 8e région là, qui démarre cette étude, qu'on peut se féliciter d'avoir eu déjà un peu plus d'1 millier de réponses. On va espérer qu'avec ce lancement, on atteigne au moins les 2000 réponses. Ça serait quand même bien d'y arriver. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De 2000, je pense qu'on les atteindra, parce qu'on est déjà à plus de 1500, Madame. Ah bon? Ah oui, oui. Mais j'ai lu 1400 tout à l'heure. Ah, mais ça monte. Ça monte. Eh bien, écoutez, on va être fous, on va en demander 3000. Parce que quand même, on devrait y arriver. On est à Paris. Donc, l'importance de cette étude au maire qui vise à faire une véritable cartographie de la situation des personnes déficientes visuelles sur l'ensemble du territoire, pas qu'en Île-de-France d'ailleurs, et va nous permettre, va vous permettre d'obtenir des données que j'espère fiables pour pouvoir enfin trouver les bons axes d'amélioration des services qui sont existants, mais peut-être d'en créer d'autres et surtout d'aller aussi dans les territoires qui sont plus démunis. Cette étude, vous l'avez vu, elle concerne tous les âges de la vie, de la toute petite enfance au grand âge. Et tout à l'heure, on nous a dit que pour les enfants, on avait peu de données. Donc, je vais encourager les parents, les éducateurs, les enseignants à répondre pour ces enfants à l'étude au maire. Ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui peuvent répondre, ça va sans dire. Donc, aux adultes qui les accompagnent, de répondre, ça va de l'avenir de ces enfants, de l'avenir de vos enfants si vous êtes parents. Il va sans dire que aussi, auprès des personnes âgées, il y a un manque de réponses. Et là, c'est peut-être aussi les personnes qui accompagnent ces personnes âgées. Un jour, nous serons tous âgés, enfin en tout cas, on peut l'espérer, et on aura aussi besoin de cet accompagnement. Il en va donc de notre avenir, de tous. Et pour moi, il est vraiment important que chacun d'entre nous se mobilise ses amis, ses connaissances déficients visuels pour qu'ils répondent à ce questionnaire. Tout à l'heure, on a eu une magnifique table ronde et j'aurais dû commencer d'ailleurs par remercier tous les intervenants. Je ne l'ai pas fait et je m'en excuse. Donc, un grand merci à vous pour la richesse de vos interventions, vos témoignages qui apportent aussi un peu d'espoir sur ce qui est possible de faire. Et on a parlé du sport. Et le sport, il permet d'être bien dans son corps. Et quand on est bien dans son corps, on est souvent bien dans sa tête. Donc, c'est véritablement important. J'ai un enfant, je vais vous parler un tout petit peu de moi, mais pas longtemps, je vous le promets. J'ai un fils qui est non-voyant, qui était très malvoyant au moment du lycée, mais un gamin pas très scolaire, mais très sportif. Arrivé en première ou en terminale, ce devait être même au moment pour passer le bac, on lui dit « Oh là là, tu ne vois pas bien, tu ne pourras pas passer les épreuves sportives au bac. » Il revient en me disant « Il me faut une dispense sportive. » C'est là, mais ce n'est pas possible, on ne fait pas des trucs comme ça. Pas à toi. C'est là que tu vas rapporter des points. On s'est battu, on a convaincu les professeurs, le lycée, pour que
Samuel puisse passer ses épreuves de sportif au bac, et c'est là où il a eu la meilleure note. Donc, je suis plutôt fière de m'être battue. C'est pas parce qu'on n'y voit pas bien qu'on peut pas faire de sport. Alors, il y a des maladies oculaires sur lesquelles on badine pas, hein, pas de choc, pas de... OK, mais toutes les maladies oculaires ne sont pas contraintes, n'ont pas de contre-indication sportive. Donc, il faut vraiment encourager nos jeunes à aller vers le sport, encourager peut-être aussi les adultes à oser franchir. J'ai entendu que beaucoup n'osaient pas, et peut-être que j'en fais partie d'ailleurs, n'osaient pas franchir les portes de clubs sportifs ou de salles sportives. Eh bien, peut-être qu'il faut arriver à encourager aussi par la sensibilisation. On a parlé, je veux pas refaire toute la table ronde, hein, on est bien d'accord. On a parlé de l'emploi, mais j'avais envie de parler aussi, moi, de l'éducation. L'éducation, la formation, c'est l'ouverture vers l'emploi, c'est l'ouverture vers la citoyenneté, c'est l'ouverture vers notre vie qui intègre, qui s'insère dans une société qui se veut inclusive. Donc, tout, on ne pourra pas le faire tout seul, il faudra qu'on le fasse avec la société, avec nos politiques, et il est important de pouvoir aussi les interpeller. Et c'est ce que, au niveau des associations, on va pouvoir faire. Là, on a une très belle ouverture pour le faire dans les mois qui viennent. L'insertion, l'inclusion passe, je le redis, par l'emploi, mais à condition que les personnes soient formées, qu'elles puissent rentrer en formation, qu'elles puissent avoir les outils qui vont bien. Alors, on a la GFIP, on a le FIPHFP qui aide à l'aménagement des postes de travail, mais il faut que les personnes aillent vers l'emploi, que les entreprises soient sensibles, se dire qu'on peut travailler et qu'on va travailler de manière peut-être différente pour atteindre un même objectif. Et c'est cela où il y a encore beaucoup de travail. Cependant, la déficience visuelle, il ne faut pas se leurrer, on est un tout petit nombre. On ne demande pas forcément à être beaucoup plus nombreux, hein, mais on est un petit nombre et l'emploi n'est peut-être pas la priorité des Cap Emploi et d'autres structures qui aident à l'insertion professionnelle. On est très peu nombreux. J'en veux pour dire, hein, j'ai travaillé beaucoup avec le Cap Emploi 69 quand on a mis en place un service d'appui à l'insertion professionnelle à Lyon. La déficience visuelle de leur portefeuille, ça représentait entre 5 et 8%. Donc forcément, c'est pas le handicap qui motive le plus. De plus, ça demande un accompagnement beaucoup plus serré, beaucoup plus pointu que pour une autre personne qui peut être plus autonome. Donc, il y a un vrai travail à faire avec tous les acteurs pour permettre cet emploi qui est voulu par les personnes déficientes visuelles. Eh bien, écoutez, je crois que cette étude, grâce à la réponse de nous tous, de vous tous, et de tous ceux qui nous écoutent, va pouvoir permettre cette création de l'Observatoire national de la déficience visuelle pour permettre une évolution des nouveaux services et je l'espère, très, très vite aboutir à des vrais résultats intéressants pour nous tous. Alors, j'avais juste envie de vous faire un petit clin d'œil. Alors, comme à côté de moi, monsieur allait à tous les chiffres, ce matin, j'ai quand même vu qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous étions à 439 questionnaires répondus. Vous êtes toujours d'accord avec moi ou ça a augmenté depuis? Et donc, j'espère qu'en Île-de-France, vous battrez ce record parce que pour l'instant, en dehors de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est à 439, il n'y a pas d'autres régions qui sont allées au-delà de ce chiffre. Donc voilà, vous avez un challenge, mesdames et messieurs parisiens, pour dépasser ce chiffre et permettre à nos chercheurs d'avoir de quoi se mettre sous la dent pour nous aider à trouver des solutions.